Merci de me donner la parole. Donc pour commencer, je voudrais d'abord remercier chaleureusement les membres du jury qui ont, pour le temps qu'ils ont passé à la lecture de cette thèse et de ces thèses qui a un temps qui n'a pas dû être mince, et pour l'intérêt qu'ils ont porté à mon travail. Je vais essayer de revenir brièvement sur les principaux résultats de la thèse, en essayant de ne pas trop redire ce qui a été dit dans le résumé. C'est une thèse qui a porté sur le camping résidentiel, c'est-à-dire sur la situation de personnes qui habitent à l'année, été comme hiver, dans des campings. Pourquoi avoir enquêté sur les campings résidentiels? D'abord parce que les situations intermédiaires entre la rue et le logement standardisé restent relativement peu connues, malgré leur nombre et leur très fort accroissement depuis la fin des années 80, alors qu'il existe une abondante littérature sur le logement social et sur les formes extrêmes de privation de logement. Ensuite et surtout parce que les formes de mal-logement et de pauvreté en milieu rural et périurbain apparaissent presque totalement absentes de la littérature. C'est à partir de ce constat que j'ai cherché à remédier à cet angle mort de la littérature en documentant, en analysant les situations, les ressorts des situations de pauvreté et de difficultés de logement qui apparaissent en fait généralement pensées à travers une grille d'enjeux et de rapports sociaux qui sont liés au cadre urbain. L'enjeu m'a semblé d'autant plus important que les classes populaires sont aujourd'hui nombreuses à vivre en périphérie des agglomérations, en périphérie des grandes villes, et que la pauvreté et la précarité sont loin d'être absentes de ces espaces. Surtout, les difficultés et les formes dégradées de logement apparaissent bien présentes, et même particulièrement importantes dans ces territoires. Les formes d'habitat que j'appelle non ordinaires, c'est-à-dire à faible droit sur le lieu habité, parce que disposant de statuts dérogatoires au droit commun locatif et peu protecteurs, sont en particulier nombreuses et en très forte augmentation depuis les années 80 dans les territoires périurbains et ruraux, où elles sont depuis longtemps et de plus en plus majoritairement concentrées. Alors même que ce chiffre comprend un risque relativement élevé de sous-estimation du phénomène, 85 000 personnes vivraient ainsi aujourd'hui en habitation de fortune, et plus de 200 000 en habitat mobile, dans de mauvaises conditions, d'après le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre. D'après cette dernière, il y aurait également aujourd'hui environ 100 000 personnes qui résideraient à l'année dans des campings, donc détournées de leur fonction traditionnelle de loisirs et de tourisme, en servant d'unique domicile, et jusqu'à 200 000 pour certaines associations de défense de cet habitat et membres de gérants de syndicats de camping. Ce phénomène en pleine expansion concerne donc aujourd'hui de nombreuses personnes. Pour autant, le camping résidentiel est un phénomène peu enquêté, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre ou encore aux États-Unis, où il a été identifié, et donc jusqu'à ce jour, aucune étude approfondie ne lui avait été consacrée. Donc en m'interrogeant sur les expériences et les styles de vie des personnes qui résident à l'année dans des campings, et sur les principes de leur variation, j'ai poursuivi en fin de compte un double objectif dans cette thèse. D'une part, documenter empiriquement cette forme de logement, en m'attachant à analyser les facteurs et processus qui concourent à son développement et les manières d'habiter qui s'y déploient, qui y trouvent place. Donc l'idée, c'était de contribuer à la connaissance de ce qu'on appelle communément le mal-logement en milieu périurbain et rural, et d'autre part, participer à la compréhension des processus de recomposition et de stratification interne aux classes populaires d'aujourd'hui, en tenant compte des lignes de clivage et des petites différences qui travaillent aujourd'hui l'espace des styles de vie résidentiels des groupes dominés. Donc, pour mener à bien cette recherche et répondre donc à cette problématique, j'ai eu recours à plusieurs méthodes. La première a consisté en une enquête ethnographique de novembre 2012 à avril 2017. J'ai passé environ 9 mois dans le terrain de camping, notamment dans une caravane occupée pendant 3 ans de façon intermittente. Cette enquête s'est accompagnée d'une centaine d'entretiens, souvent répétés, réalisés auprès de 75 habitants de camping résidentiels, mais aussi de gérants et d'acteurs institutionnels et associatifs. Et ce sont des méthodes qui ont été mises en œuvre dans 5 terrains de camping principaux, situés dans des zones rurales et périurbaines, en Île-de-France pour 3 d'entre eux, et dans des départements limitrophes à l'Île-de-France pour les 2 autres. Et puis j'ai enfin recueilli et analysé de nombreux documents institutionnels ou associatifs consacrés au mal-logement et au camping résidentiel, un corpus de presse, des archives municipales et associatives, et ainsi que des données statistiques issues d'enquêtes localisées. Donc l'analyse de ces matériaux a conduit à plusieurs grands résultats que j'expose dans les 5 chapitres que contient la thèse. Dans un premier chapitre, j'ai cherché à réinscrire le phénomène du camping résidentiel
dans l'histoire du logement dégradé et non ordinaire depuis le 19e siècle, de manière à montrer qu'il s'agit d'un marqueur au long cours des classes populaires, mais aussi de manière à mieux saisir ce qui fait la spécificité de la crise contemporaine. Donc, ce premier chapitre montre comment et pourquoi, après avoir connu une diminution sans précédent au cours des 3 décennies d'après-guerre, les formes de logement non ordinaire ont effectué une réapparition spectaculaire à partir des années 80. Et il se trouve que le camping résidentiel peut être considéré comme une des figures emblématiques de cette zone grise du logement qui brouille considérablement les frontières entre le logement et le non-logement établi à la faveur du long processus de protection sociale et de sécurisation du statut de locataire. Pour autant, le camping résidentiel est loin d'être un espace homogène. Il existe une importante stratification interne, une stratification sociale interne, ce qui rend nécessaire d'analyser avec précision donc, les trajectoires socio-résidentielles et les styles de vie des habitants. 3 fractions des classes populaires ont été identifiées lors de l'enquête, et c'est à la restitution de ces 3 ensembles, relativement distincts, que j'ai consacré les 2e, 3e et 4e chapitres de la thèse. Le premier de cette série de 3 chapitres examine ainsi la situation de personnes proches des fractions stables des classes populaires, c'est-à-dire en emploi, insérées sur le marché de l'emploi, qui ont des trajectoires sociales et résidentielles qui ne sont pas marquées par la précarité. Donc des personnes qui vont décider d'élire domicile dans des campings. Et je montre que leur installation en mobil-home représente initialement une alternative à la maison individuelle inaccessible, mais qu'elle permet aussi au fil du temps d'accéder au plaisir de l'habitat individuel dans un cadre apprécié, malgré les contraintes et risques associés à cette forme de semi-propriété. Le chapitre suivant porte sur un cas bien différent, celui de personnes qui étaient jusque-là proches des fractions stables et qui, à la suite d'une rupture conjugale et ou professionnelle, vont basculer dans la précarité. Ces personnes occupent des habitats qui sont généralement très sommaires, situés dans des campings bas de gamme, et vivent leur présence dans ces lieux sur un mode extrêmement négatif, celui du déclassement social et résidentiel. J'étudie enfin le cas de personnes proches des fractions les plus précarisées des classes populaires, logées dans des habitats globalement semblables au groupe précédent, mais pour lesquels cette situation n'est pas vécue négativement, mais au contraire comme une solution durable et plutôt satisfaisante. Et enfin, j'ai pris le parti de dédier un dernier chapitre à la question des implications de la précarité statutaire associée aux habitats non ordinaires, et pour cela j'ai documenté ethnographiquement le cas de la fermeture d'un terrain de camping résidentiel, en donnant à voir les pratiques et les logiques du délogement de la municipalité, ainsi que les perceptions et les réactions de la trentaine de résidents du lieu à l'année, aux différents moments de la procédure. Donc, cette recherche présente, à mon sens, plusieurs apports. J'en retiendrai 4 principaux. Le premier, sans doute le plus évident, est celui d'avoir documenté empiriquement le monde résidentiel des campings et d'avoir montré, à rebours des visions globalisantes et homogénéisantes, l'existence d'une véritable stratification interne à cet habitat. Dans cette perspective, la thèse a apporté plus généralement des éléments de compréhension des mouvements en cours de différenciation et de recomposition interne aux classes populaires contemporaines par la mise au jour de divers processus structurels de précarisation des trajectoires socio-résidentielles. Elle a notamment montré l'importance, en plus de la détérioration du marché de l'emploi et de l'affaiblissement des protections sociales, de la hausse des prix de l'immobilier ainsi que des séparations et des divorces dans les difficultés croissantes que rencontrent les classes populaires pour accéder à la propriété, ainsi que dans les dynamiques contemporaines de déstabilisation des stables, phénomène encore trop souvent perçu uniquement à l'aune de la question des transformations du travail et de l'emploi. À travers le cas du camping résidentiel, cette thèse a également permis de mettre en lumière la diversité donc des expériences vécues et des styles de vie des habitants, des personnes considérées comme mal logées, ainsi que les principes de ces variations. Elle a notamment montré l'intérêt, il me semble, d'une approche qui tienne compte des spécificités liées à la position de classe de ces individus, en étant sensible aussi bien à leur position dominée au sein de la hiérarchie sociale et résidentielle, qu'à la spécificité de leurs pratiques culturelles et de leur rapport au monde, disons. Donc, autrement dit, d'une lecture à la fois légitimiste et misérabiliste, légitimiste et relativiste, pardon, qui soit attentive à l'hétéronomie, aux inégalités et aux rapports de domination, aussi bien qu'aux formes d'autonomie symbolique des cultures populaires. Et pour rendre raison des variations inter-individuelles, entre individus et intra-individuels, dans le rapport au logement et à l'habitat non ordinaire, ce travail a également montré l'importance de prêter attention aux petites différences entre les ressources et les trajectoires sociales et résidentielles des individus, ainsi qu'aux socialisations résidentielles qui les traversent. Et de ce point de vue, elle a montré l'importance donc des schèmes de perception formés tout au long des trajectoires, ainsi que des alternatives résidentielles
qui s'offre aux individus à différents moments de leur parcours. Donc elle vient ainsi apporter une contribution à un domaine d'études encore en cours d'exploration, celui de l'analyse de la dimension spatiale des processus de socialisation. Le troisième apport principal de ce travail est celui, me semble-t-il, d'avoir révélé l'existence de formes d'autonomie culturelle et de valorisation possible de ce type d'habitat. En croisant le passé incorporé de ces habitants avec les propriétés de leur lieu de résidence, la thèse a à cet égard montré l'intérêt d'une approche à la fois dispositionnaliste et contextualiste, dans la lignée des travaux de Bernard Lahire, pour saisir les manières d'habiter des individus. Le cas du camping résidentiel a en effet notamment permis de mettre en lumière combien les expériences vécues étaient liées non seulement aux qualités physiques et au degré d'équipement des habitats, donc, comme c'est généralement souligné au sujet des logements dégradés, mais aussi aux spécificités de leur forme, en l'occurrence le fait qu'il s'agit d'habitats individuels, et du statut d'occupation, en l'occurrence le fait que ces habitants en sont pour la quasi-totalité propriétaires. Dans cette perspective, la thèse a également montré le rôle des dispositions populaires dans la façon d'appréhender et de s'approprier cette forme d'habitat non ordinaire que constitue le camping résidentiel. Elle apporte ce faisant une contribution à la compréhension des univers culturels et des styles de vie liés au monde privé des classes populaires contemporaines, soit une contribution au thème encore relativement peu travaillé de la vie quotidienne hors travail et des formes de reproduction et de transformation qui l'affectent. Et sur ce point, elle a donc notamment mis en lumière la persistance chez certaines fractions des classes populaires de pratiques, de valeurs, de manières de penser et d'organiser le monde, ainsi que de modes d'être relativement anciens et autonomes, tels que le primat du localisme, le caractère auto-centré des relations sur l'espace résidentiel, le travail à côté, ou encore la persistance d'activités créatrices à dimension plus ou moins productive et utilitaire, telles que le bricolage, le jardinage ou encore la pêche. Et ce travail a ainsi souligné l'importance d'un autre paramètre qui est souvent négligé lorsqu'il est question de mal logement, celui de l'environnement et de la localisation de l'habitat. Pour la majorité des habitants des campings résidentiels rencontrés, ce n'est pas la centralité et les ressources urbaines qui sont valorisées et recherchées, mais plutôt pour des raisons liées aux positions sociales, aux trajectoires sociales et résidentielles et aux socialisations qui les traversent, la disposition d'une parcelle de jardin, l'entre-soi du camping et enfin la morphologie rurale des espaces périurbains. L'enquête invite en conséquence à dépasser l'opposition entre habitat choisi et habitat subi, généralement formulé au sujet de ces habitations non ordinaires. Si les marges de manœuvre de ces habitants sont certes particulièrement étroites en matière résidentielle, avec des variations selon les ressources des habitants, il n'en reste pas moins qu'elles ne sont pas complètement absentes et que ces habitants effectuent bien des choix à part entière. Ces choix sont le produit d'expériences socialisatrices passées et des possibles objectifs qui s'offrent à eux. Et donc à ce titre, on ne saurait les interpréter uniquement en termes de nécessité faite vertu, c'est-à-dire de seule résignation et ajustement des aspirations subjectives sur la structure des probabilités objectives qui les concernent. Ces choix, autrement dit, ne sont pas faits que par défaut, mais aussi par refus électif des alternatives en présence. Et ce travail a à cet égard permis de mettre en lumière la fréquence des refus et des non-recours au logement social parmi ces habitants, et donc d'en rendre raison sociologiquement en analysant la diversité des mécanismes à la fois. Le quatrième et dernier rapport de la thèse a trait enfin, il me semble, donc à l'analyse de la nature et des conséquences de la précarité juridique associée à ces habitats non ordinaires, et plus largement à de nombreuses autres situations de mal logement, entre guillemets, réapparues de façon spectaculaire à partir de la fin des années 80. La thèse a notamment montré que si ces habitants sont placés dans une situation d'incertitude face à l'avenir, cette insécurité statutaire ne préjuge néanmoins en rien de la durabilité effective de ces installations. Elles sont en effet en moyenne beaucoup plus pérennes que d'autres formes d'habitat comme les bidonvilles contemporains ou les squats, dont la durée de vie n'excède généralement pas plus d'1 an, voire quelques mois. Et donc il s'ensuit que c'est en termes de révocabilité permanente et non d'instabilité, de discontinuité ou d'interminence qu'il faudrait comprendre la précarité de ces habitats non ordinaires, ou du moins d'un certain nombre de ces habitats, trop souvent associés dans la littérature à l'idée de mobilité, d'éphémère, de passage ou de temporaire. Enfin, sur la question des processus de délogement, la thèse a montré l'importance de ne pas souscrire à une vision trop homogénéisante. D'abord parce que le court moment de l'expulsion, de l'officialisation de l'expulsion, ne constitue qu'une séquence parmi d'autres, un processus fait de rapports de persuasion, de domination et de résistance entre les habitants et les institutions chargées du délogement, le processus se construisant non seulement en amont et en aval de l'annonce, mais aussi de manière fragmentée dans le temps. Ensuite, parce que les réactions face à la pression au départ, tout comme les conséquences du délogement sur les devenirs socio-résidentiels, sont fortement différenciées
en fonction des ressources, des trajectoires et des expériences antérieures des enquêtés. Donc s'intéresser à l'habitat permanent en camping, c'est donc en définitive d'une part contribuer à la sociologie de l'une des figures que prend, ou plutôt que reprend dans la société française d'aujourd'hui le logement des classes populaires, et c'est du même coup d'autre part contribuer à la connaissance des formes que revêt dans cette société la fragilisation des conditions d'existence de ces classes, fragilisation dont on sait qu'elle a été amplement étudiée sur le terrain du travail et de l'emploi, mais nettement moins sur celui du logement. Et puis c'est enfin, comme je le disais pour commencer, opérer un décentrement du regard par rapport aux nombreuses études menées en milieu urbain sur la pauvreté et le mal logement, en particulier dans les grandes agglomérations, en y intégrant la question des styles de vie des classes populaires, de leur transformation et de leur stratification en milieu périurbain et rural. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Oui, il est allumé. Merci pour cette présentation d'une thèse qui est très intéressante. Moi, on m'a demandé il y a une semaine de donner un avis sur cette thèse. Je ne fais pas partie du jury, donc je n'ai pas participé aux échanges qui ont eu lieu dans ce jury, mais j'ai lu la thèse donc, rapidement, mais avec beaucoup d'intérêt, et en effet c'est une thèse qui est très très riche, qui est très bien écrite, qui se lit comme un roman. On se voit sur ces campings. Enfin, il est basé sur un travail empirique remarquable, je pense, d'ethnologue, d'observation sur place, d'entretien, qui est vraiment très... voilà, qui fait toute la richesse de la thèse. Alors moi, je donne mon avis de... Oui, pardon, j'ai invité à vous asseoir. Je donne mon avis d'urbaniste, donc qui est un peu coloré peut-être, hein, vous êtes sociologue, et c'est la remarque de Lionel Martins tout à l'heure qui me fait penser un peu à ça. Comme urbaniste, ce qui m'intéresse quelque part, c'est le lien entre la connaissance et l'action. Et peut-être que dans ce que je fais habituellement, je suis plus près de l'action, alors que la thèse que vous nous proposez, il est plus près de la connaissance d'un phénomène, mais d'un phénomène qui est très importante. Hein. On est dans une situation qui est peu connue, l'habitat sur le camping, qui s'inscrit, enfin qui est un effet qui s'inscrit dans le vaste champ de la problématique de l'accès au logement, qui est un sujet central depuis toujours des politiques urbaines, du travail des urbanistes. Et je pense qu'à ce titre-là, il a une vraie importance, et mieux connaître cette situation, c'est très important. Parce que c'est un sujet qui comme je dis, l'accès au logement qui est un vaste sujet et qui le restera. Hein, et vous le dites, ce qui se passe sur les marchés fonciers, en lien avec, je crois que vous citez Castel, le délitement de la société salariale, fait qu'on a des gens qui n'arrivent plus à se loger. Il faut montrer aussi, il y a une période pendant les 30 Glorieuses, avec une très forte politique de logement social, où on a réussi peut-être à faire reculer un peu ce problème. Voilà, en ce moment, c'est une vraie question à l'action publique. Qu'est-ce qu'on fait dans ce domaine? J'y reviendrai. Une autre observation, comme urbaniste, et il y aura plein d'observations, mais je vais m'arrêter à deux parce que voilà, on a que 5 minutes. Une autre observation comme urbaniste, c'est qu'au premier abord, en lisant votre thèse sur la ville, il n'y a pas de ville quelque part, ou en tout cas pas explicitement dans votre thèse. On est dans le périurbain relativement lointain francilien, dans des campings. Quand on dit ville, on pense à Strasbourg, à Paris, on ne pense pas forcément à... Je n'ai plus retenu le nom de village dont vous parlez. Et en même temps, vous dites bien, finalement, on est, oui, pas dans la ville dense, mais dans la société urbaine qu'on a. Ces zones périurbaines sont articulées avec les villes, et donc la ville est présente finalement. Et pas seulement via les marchés fonciers immobiliers qui repoussent peut-être ces gens vers ces territoires, mais aussi via les pratiques des gens. Donc voilà, on est bien dans une thèse sur la ville et qui m'intéresse donc du coup comme urbaniste. Alors, on m'a demandé de poser 2 questions. Je vais du coup faire ça, enfin après encore une fois avoir répété que vraiment je l'ai lu avec plaisir, j'ai vraiment appris des choses et c'est un beau travail que vous nous livrez.
Deux questions un peu en lien avec les deux observations que je viens de faire. Une sur les questions foncières, peut-être, et au marché foncier immobilier, et une plus sur ces liens avec le périurbain. Dans votre travail, vous parlez à un moment, plutôt par rapport aux catégories de gens qui se trouvent sur les campings par choix. Vous utilisez la notion de semi-propriété en disant, voilà, c'est des gens qui sont propriétaires de leur caravane, mais bon, qui louent un terrain pour mettre. Et ça m'a fait penser à ce que piste sur laquelle on réfléchit parfois dans le cadre de l'accès au logement abordable. Est-ce qu'on peut sortir le foncier peut-être le prix du foncier du prix du logement, avec des systèmes de baux amphithéotiques, le secteur public peut-être qui prend ça en charge, ou dans mon petit pays à moi, les logements sociaux sont produits sur du terrain en paille qui est propriété des municipalités. Voilà, on arrive à sortir de terrain. Donc on est peut-être aussi cette logique de semi-propriété, une piste à explorer pour proposer des logements abordables, pour intervenir dans ce champ de l'accès au logement et pour essayer de proposer des options. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée? Est-ce que la semi-propriété que vous avez observée, en effet, est peut-être une piste de solution? Voilà, c'est sur ça que je voudrais bien avoir votre réaction. Je ferai peut-être tout de suite la deuxième question, ma deuxième observation, comme ça après je vous laisse réagir. C'est par rapport à cette dimension périurbaine, enfin on est dans le périurbain, et là, à ce sujet-là aussi, à un moment, il y a une phrase, je ne sais plus exactement, vous parlez de la porosité entre les choix résidentiels subis et les choix, entre le subi et le choisi, quoi. Enfin, dans le résidentiel. Et je me dis finalement, quelque part, tout choix résidentiel est un compromis entre le subi et le choisi, je pense, pour beaucoup de gens, d'autant plus dans cette période qui termine un peu, mais avec tout ce qu'on a vu sur les gilets jaunes, des gens on a parlé de ces territoires comme des territoires où les gens sont relégués, ils habitent parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'habiter plus près, ça pose problème. Entre le subi et le choisi, est-ce que finalement, ces gens qui habitent dans des campings, leur choix est-il fondamentalement différent des autres personnes qui habitent dans le périurbain, peut-être partout, ou est-ce que c'est plutôt une différence graduelle? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà, deux questions. Merci beaucoup, merci pour ces questions, pour ces deux questions et cette présentation. Donc la première sur effectivement, oui, donc il y a des expérimentations sociales et politiques qui tentent de sortir de la spéculation immobilière en repensant les questions, l'articulation entre la propriété du foncier et de l'immobilier. Bon, moi, j'ai pas analysé, j'ai pas pu documenter ces types d'expérimentation. Par contre, effectivement, dans la thèse, je me suis intéressé à une forme de semi-propriété particulière, qui trouve place dans les campings. Et ce que montre l'enquête, c'est plutôt les effets délétères en fait, de la disjonction du foncier et de l'immobilier pour ces personnes. En tout cas, dans le cadre des terrains de camping, où ces personnes sont effectivement propriétaires de leur habitation, de leur caravane ou de leur mobil-home, en l'occurrence de leur mobil-home pour ceux que j'ai appelés les fractions stables des classes populaires. Mais ils sont donc locataires du terrain et ils se retrouvent par là même sous la dépendance et la suggestion assez forte des gérants des terrains de camping qui disposent en fait d'un pouvoir discrétionnaire sur les conditions d'installation et de vie dans ces campings. Donc voilà, ce que montre l'enquête, c'est plutôt les effets négatifs et en quoi finalement il n'est pas possible d'assimiler du coup ces formes de logement, enfin d'habitat ou de logement, à des formes d'accession à la propriété classique, comme peuvent parfois le dire par exemple les gérants de ces terrains de camping. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en étant propriétaire, enfin locataire du terrain, encore une fois, voilà, ils sont soumis à un règlement qui les dépasse, ils ne sont pas acteurs, et donc ils subissent une intrusion, des formes d'hétéronomie dans l'usage de cet espace, des formes d'intrusion des gérants de camping qui peuvent décider, par exemple, des types d'occupation, d'appropriation des parcelles, des objets qui sont installés, les gérants de camping qui peuvent également demander à ce que ces habitants se signale auparavant aux gérants la venue de personnes, membres de la famille, etc., voire faire payer pour l'accueil de ces personnes. Donc ça, c'est déjà un premier ensemble de contraintes qui est très structurant, qui est très fort. Puis il y a
deuxième ensemble de contraintes, enfin en tout cas d'éléments qui amènent à mettre en cause l'idée d'une pleine propriété, ce serait le fait qu'il existe en fait des processus de détérioration et de dépréciation très forts attachés à l'accession au mobil-home dans les campings. Ces habitats perdent beaucoup de leur valeur, il y a une décote très forte très rapidement, donc ça s'apparente plus à un véhicule qu'à un logement classique de ce point de vue. Et puis voilà, sans compter les contraintes financières, matérielles diverses. Et puis enfin et surtout, les principal danger qui est associé à cette forme de semi-propriété, c'est l'insécurité statutaire, le fait que ces personnes peuvent être expulsées quasiment du jour au lendemain par des gérants de camping qui peuvent décider de mettre fin à leur exploitation, à leur terrain de camping, et les raisons sont diverses pour ça, hein. Prendre sa retraite, décider d'investir autrement, enfin, voilà, il y a tout un ensemble de raisons qui peuvent amener à... Et en fait, ces mobil-homes sont beaucoup moins mobiles que leur nom le laisse entendre, c'est-à-dire qu'il existe souvent des installations importantes qui fait qu'il est très difficile de les déplacer. Par ailleurs, il faut avoir connaissance d'un camping, d'un terrain de camping qui accueille des résidents à l'année, et surtout qu'il y ait un camping qui soit disponible. Et en fait, la demande est très importante, donc il y a généralement des files d'attente. Donc dans l'urgence, c'est très difficile de trouver un camping qui les accueille. Et beaucoup de gérants de camping imposent l'achat d'un mobil-home neuf sur le terrain, en touchant également des commissions. Donc c'est un obstacle supplémentaire, sans compter la venue d'un convoi exceptionnel qui coûte également quelques milliers d'euros, des droits d'entrée que pratiquent parfois des gérants de camping qui peuvent aller jusqu'à 8 000 € pour s'installer dans le terrain à l'année. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de raisons qui font qu'il n'est pas possible de parler de pleine propriété. Et voilà pourquoi je parle de semi-propriété. Donc voilà, je dirais que du point de vue de l'enquête, ça ne veut pas dire que, évidemment, qu'il n'est pas possible d'envisager d'autres formes, hein, c'est pas du tout le propos, mais du point de vue de ce que j'ai pu documenter et analyser, la semi-propriété, dans le cadre d'un camping résidentiel, comporte toutes ses limites. Et sur le choix résidentiel, effectivement, oui, je suis parti de l'idée toute simple, hein, que effectivement tout choix est un choix sous contrainte, et à partir de là, j'ai cherché à comprendre comment s'articuler, qu'est-ce qui permettait de comprendre leur venue, la venue de ces personnes qui appartiennent à différentes strates, que j'ai désignées comme étant proches de plusieurs strates différentes. Qu'est-ce qui déterminait leur arrivée, donc essayer de comprendre quel était le poids de la socialisation, donc quelles étaient les trajectoires sociales, mais aussi résidentielles, c'est-à-dire prendre en compte les socialisations résidentielles, le fait d'acquérir un certain nombre de normes, de valeurs en matière résidentielle, du fait d'être passé par des habitats individuels ou par des logements collectifs, d'avoir vécu en milieu rural ou en milieu urbain, etc. Et donc l'articulation entre ces dispositions sociales et résidentielles qui sont complexes, et leur articulation avec des questions de ressources économiques et d'état du marché du logement, évidemment. Voilà comment penser, donc après avec des formes d'autonomie relative qui trouvent, ou de valorisation possible, qui trouvent des formes différenciées en fonction des différents profils. Un premier profil donc, de personnes qui sont proches des fractions stables des classes populaires, donc qui vont décider réellement de quitter un appartement ou une maison dont elles étaient locataires pour s'installer dans un terrain de camping. C'est un choix qui est souvent fait donc par défaut, mais comme tout choix, mais qui est là au sens où il y a bien eu, dans un premier temps, une volonté d'accéder à l'habitat individuel sur le marché classique, et faute de moyens, faute de ressources suffisantes, ces personnes se sont repliées sur ces terrains de camping, sachant ce sont aussi des personnes qui ont des profils sociodémographiques un peu qui sont souvent, elles ont eu des enfants auparavant, et c'est à la suite d'une séparation, d'un divorce, elles ont plus de 40 ou 50 ans, et elles ne se voient pas non plus réinvestir dans une maison individuelle, s'endetter pour plusieurs décennies. Voilà, les enfants sont grands, etc. Ça, c'est un premier profil. Donc là, on a quand même quelque chose de très, très actif. Un deuxième profil de personnes donc, qui vivent, pour lesquelles l'arrivée au camping est bien davantage subie, où ces personnes vont connaître des situations elles n'ont pas connu de difficultés de logement auparavant, et suite à un accident biographique, un événement biographique divers, comme une perte d'emploi ou une séparation, vont se retrouver en difficulté de logement. Parfois elles avaient accès à des logements sociaux, mais ça ne correspond pas à leurs aspirations résidentielles, des logements qui étaient situés dans des cités d'habitat social stigmatisées, dévalorisées,
et ces personnes vont rejeter ce qu'elles appellent les cités, et être amenées du coup à avoir recours à différentes formes de logements temporaires, comme l'hébergement par des tiers, etc., avant de se replier dans un camping. Et donc là, c'est extrêmement mal vécu. Et voilà, donc le choix prend des formes diverses en fonction de chacun des profils. Devant les signaux totalement désespérés de Lionel, et pour laisser un peu la place à la salle, je vais essayer d'être très court. Bon, je n'insisterai pas sur le plaisir qu'on peut avoir eu à lire votre thèse, hein, il est indiscutable, elle est rigoureuse, elle est fluide, elle est agréable, elle est bien documentée. Bon, tout ça c'est évident, sinon elle n'aurait pas été retenue. La notion de camping résidentiel, elle renvoie à quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, qui est l'idée d'un refuge résidentiel. Et ce sont deux mots qu'on n'a pas l'habitude d'accoler l'un avec l'autre. Un refuge donc contre les accidents de la vie, contre je ne sais pas quoi, mais un refuge dont vous dites à la fois qu'il n'est pas choisi et en même temps, pour aller vivre dans un camping à l'année, il faut avoir un contact un peu particulier, il faut savoir que ça existe, il faut savoir qu'on peut y avoir un rapport à l'extérieur qui est un peu différent, j'y reviendrai un peu tout à l'heure. La deuxième chose, c'est que cet objet nomade, vous le confrontez à deux types de trajectoires. Une trajectoire qui vient choisir, une trajectoire qui ne le choisit pas. Et vous expliquez notamment comment ce type d'habitat modifie le comportement des personnes qui l'habitent. En fait, il se passe une sorte de révolution une fois là-dedans. Est-ce que c'est parce que la paroi est très mince entre l'intérieur et l'extérieur ? Est-ce que c'est parce que c'est un endroit où on ressent davantage les saisons que dans un logement traditionnel? En tout cas, ce type d'habitat a un impact sur les personnes qui l'habitent. Et peut-être un impact plus fort, plus transformant qu'un habitat plus traditionnel. Je pense que ce serait intéressant que vous nous disiez un mot sur la manière dont ce renversement peut se produire ou pas. Et puis, comment est-ce que ce type d'habitat évite l'isolement? Parce que finalement, on voit bien qu'on arrive là avec une trajectoire qu'on a choisie ou pas, mais même si on ne l'a pas choisie, là encore, la minceur de la peau qui vous sépare de l'extérieur vous amène à avoir un contact différent avec vos voisins. Vous ne pouvez pas être indifférent à eux, ne serait-ce que parce que vous les entendez, et que vous partagez, j'ai envie de dire, une pièce de vie qui est l'extérieur, vous partagez cette pièce de vie extérieure avec eux. Puis, je vous poserai une troisième question, qui est celle de savoir si ce type d'habitat, dans les bouleversements qui sont en cours, ne correspondrait pas à un type de souhait qui pourrait advenir. Et je pense aux yourtes qui ont été construites cette année à Ivry, par Emmaüs, sur le toit d'un bâtiment, et qui ont eu un prix d'innovation. Et finalement, là, on en est à construire un bâtiment qui a une terrasse, et sur la terrasse, on vient installer de l'habitat provisoire. Et cet habitat provisoire est l'endroit qui permet la convivialité entre ceux qui habitent des petites cellules de toute petite taille qui sont autour de ce bâtiment. Merci beaucoup. Je vais essayer d'être plus court, plus bref. Donc en quoi ça transforme effectivement ces habitants, enfin en quoi ces habitats transforment les habitants qui les occupent. Je dirais que les transformations, elles sont différenciées encore une fois en fonction des profils, des trajectoires. On a donc les personnes proches des fractions stables qui vont décider de s'installer dans des campings sont celles qui donc ont anticipé leur venue, sont à la recherche d'un habitat individuel, et souvent elles ont déjà vécu en habitat individuel auparavant, avant de connaître cette séparation. Et donc en fait l'habitat individuel du camping, le mobil-home, il va plutôt réactiver des dispositions sociales et résidentielles acquises en amont. C'est-à-dire la possibilité de jardiner tout simplement, ils vont pouvoir retrouver des activités qui étaient les leurs auparavant. Donc de ce point de vue-là, ils ne sont pas fondamentalement transformés. Ils le sont au sens où évidemment ils se retrouvent dans un environnement résidentiel qui est particulier, qui est un terrain de camping, et ça va donner lieu, ça rejoint aussi la deuxième question, à des sociabilités un peu particulières, enfin qui sont axées sur les loisirs, sur les valorisations du loisir et des convivialités et des relations de sociabilité qui y trouvent place.
Les fractions qui vivent le camping comme un déclassement social et résidentiel sont, elles, très fortement transformées par l'expérience du camping. Elles vivent un décalage très profond entre leur situation d'habitat antérieur et leur situation d'habitat présente, entre leur position sociale, souvent, le fait qu'elles occupent un emploi, position sociale objective ou subjective, et leurs conditions matérielles d'existence, et un décalage qui est aussi le produit de leurs aspirations résidentielles et des possibles objectifs qui s'offrent à elles. Et donc tous ces décalages font que la situation est vécue de manière très douloureuse, et il y a chez ces personnes une tendance notamment à se replier sur l'habitat, à couper d'un certain nombre de relations sociales, et à vivre la situation sous l'angle du stigmate, de la honte, de l'humiliation, etc. Donc là, il y a des changements sur le plan pratique et symbolique très forts qui s'opèrent chez ce profil. Et puis enfin, le dernier on a en fait une situation résidentielle qui s'ajuste assez favorablement avec leurs dispositions sociales et résidentielles antérieures, qui sont liées à leur trajectoire. C'est-à-dire que ces personnes avaient souvent résidé auparavant dans des habitats individuels, dans des territoires ruraux, et donc quand elles arrivent au camping, elles trouvent une certaine homologie entre leur habitat présent, la caravane, et leur habitat antérieur. Et elles retrouvent une parcelle de jardin qu'elles vont pouvoir occuper pour le jardinage, le bricolage, etc. Et donc encore une fois, elles vont plutôt réactiver ou poursuivre finalement des pratiques qui étaient les leurs auparavant. Après, tous n'avaient pas vécu dans des maisons, et pour les personnes qui avaient vécu dans d'autres types de logements, ces personnes avaient souvent des trajectoires de précarité auparavant, où elles avaient connu des situations de plus ou moins grande pauvreté, et donc elles n'étaient pas totalement étrangères à ces conditions de vie au camping. Il y avait une continuité, donc de ce point de vue, elles apparaissent peut-être moins transformées, encore que il faudrait regarder dans le détail. Et puis, donc sur la question des sociabilités, pour vraiment très bref, peut-être, il y a trois types de sociabilité, encore une fois, en tout cas, il y a un premier type qui valorise fortement la sociabilité conviviale du camping, une fraction stable des classes populaires. Un deuxième type qui est vraiment replié sur lui-même, et où là, qui met à distance les sociabilités locales dans le camping et à l'extérieur. Il y a des formes de retournement du stigmate, de détournement du stigmate sur les autres, pour maintenir sa dignité ou ce qu'ils estiment être préserver une image plus favorable d'elles-mêmes. Et enfin, donc, des personnes qui sont plus précarisées et qui là sont dans des pratiques de sociabilité extrêmement intenses du fait de leurs conditions d'existence, par les sociabilités très intenses, par les logiques de don et de contre-don. Ces personnes vont pallier aux difficultés de la vie quotidienne, vont pallier à l'absence de ressources et à ses conséquences. Donc là, avec des formes de valorisation très fortes des sociabilités. Et puis la dernière question, je ne vais pas pouvoir répondre de manière très fine sur les proximités avec les yurts, etc. N'ayant pas enquêté sur, je pense que ce n'est pas les mêmes types de profils et de trajectoires qui sont derrière l'occupation de ce type d'habitat, mais effectivement, on a en tout cas, c'est pas un hasard qu'on voit se développer très fortement ce type d'habitat dans les territoires ruraux et périurbains, notamment en raison de la cherté du foncier et de l'immobilier de votre ville aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous avons quelques minutes pour échanger aussi avec la salle. S'il y avait des questions que dans l'assistance, certains ou certaines d'entre vous souhaitaient poser. Oui, il y a une question. Moi j'ai une question. Je vais vous passer le micro pour que tout le monde. Merci. À votre exposé, j'ai bien vu les découpages que vous avez fait, les trajectoires et les fractions de classe, comme vous les appelez. Ceci étant, vous êtes hésitant dans la dénomination de ces habitats, puisque vous dites au début, vous parlez de mal logement, et puis après de logement ordinaire, non ordinaire, et puis quand on voit vos images, c'est loin d'apparaître comme du mal logement. Donc je vous demande pourquoi vous avez gardé le titre péjoratif, alors que le titre non ordinaire me semble moins péjoratif. Et ça d'autant plus que, vous l'avez dit vous-même, il y a des gens qui choisissent de vivre ce genre de situation, d'une part. Deuxièmement, dans votre titre, il manque quelque chose. En France, parce que dans d'autres régions du monde, il y a des gens, par exemple aux États-Unis, qui économisent, des classes populaires, qui économisent toute leur vie, de quoi se payer un motorhome, dont vous auriez bien peine à vous le payer vous-même ici en France,
tellement c'est une belle chose dans laquelle les gens choisissent de finir leur vie. Le couple, à un moment donné, quitte son logement et va vivre de manière nomade, de camping en camping, dans les campings qui sont superbes, dans des paysages merveilleux. Vous voyez? Alors, en France, ça serait à rajouter à votre titre, et puis deuxièmement, enlever ce côté péjoratif et stigmatisant du mal logement. Dans certains cas, effectivement, oui, vous l'avez dit vous-même, dans d'autres pas. Et en plus, dans certains cas, c'est choisi, dans certains cas, ça ne l'est pas. Donc, du point de vue, si vous voulez, de la distance sociologique, il faudrait, dans le titre, avoir cette petite distance. Vous avez tout à fait raison, en fait, c'est pas un terme que j'utilise dans la thèse, du mal logement, c'était uniquement pour les besoins de la présentation, c'est-à-dire simplement, enfin, au sens où il y a toute une littérature qui aborde des formes de logement qui sont marquées par, en tout cas, un ensemble de contraintes, et c'était me situer vis-à-vis de cette littérature qui met de côté toutes ces formes qui peuvent justement, pour certaines, faire l'objet d'un investissement extrêmement positif et s'inscrire dans des trajectoires qui n'ont rien de... qui ne sont pas du tout marquées par la précarité, mais qui mettent de côté ces formes de logement qui se trouvent dans les milieux périurbains. Donc effectivement, dans la thèse, je parle en fait de logement non ordinaire. C'est le parti pris que j'ai adopté, puisque enfin, il existe tout un ensemble de dénominations possibles. On peut parler d'habitat précaire, indigne, insalubre, etc. D'autres vont parler d'habitat autonome, d'habitat atypique, d'habitat alternatif, etc. Bon voilà, il y a tout un champ lexical qui se rattache plutôt du côté d'une approche de type légitimiste et misérabiliste d'un côté, et de l'autre du côté d'une approche plutôt relativiste, où on insiste sur la dimension contre-culturelle, autonome, etc. Et j'ai cherché en fait à me situer un peu à distance de ces deux pôles, par la catégorie d'habitat non ordinaire, qui me semblait voilà, situer un peu plus à distance de ces deux pôles, et permettre aussi de réinscrire ces formes de logement, d'habitat, dans l'histoire du logement des catégories populaires. Sachant que j'avais quand même aussi comme parti pris de me tenir à distance des acceptions les plus misérabilistes qui s'accompagnent souvent de formes de traitement de type coercitif, en fait, où ça ouvre moins des droits que ça ne leur en interdit. Donc voilà, donc c'est effectivement, c'est pas du tout. Et puis en fait, dans ces campings-là, la photo qu'on a en haut, là, elle peut rejoindre tout à fait les cas que vous évoquiez aux États-Unis, hein, des personnes qui vont dépenser. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, ça peut être encore plus élevé, ça peut être plus de 100 000 euros. Là, c'est 60 000 euros quand même pour un mobil-home très récent. Donc voilà, c'est quand même un certain investissement financier pour ces personnes qui n'ont rien de, là, encore une fois, qui ne sont pas marquées par la précarité du point de vue social et résidentiel. Merci Gaspard. Donc j'ai le plaisir de vous remettre le grand prix de la thèse sur la ville. Merci beaucoup. Merci de nous avoir fait rêver.